Bienvenue à l'Europe expliquée, une initiative du Conseil de l'Europe. Cette série de podcasts offre une fenêtre unique sur ce que nous faisons pour créer une Europe plus juste et plus démocratique. Grâce à des échanges avec des experts et des travailleurs de première ligne, nous vous rapprochons des questions qui comptent. De la lutte contre la discrimination à la défense des droits de l'homme, de la défense de la démocratie à l'élaboration de lois, de systèmes et d'institutions équitables et ouverts à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Europe Explained, l'Europe expliquée, le podcast du Conseil de l'Europe. Ce podcast met en lumière les travaux du Conseil sur les droits humains, la démocratie et l'état de droit. Aujourd'hui, on va évoquer la protection des données. Elle nous concerne tous à partir du moment où on a un smartphone ou simplement déjà ouvert un ordinateur. Pour en parler, je suis avec Emmanuel Netter. Bonjour. Bonjour. Vous enseignez le droit privé à l'Université de Strasbourg et vous allez nous aider à comprendre ce qu'il faut et ce qu'il ne faut surtout pas faire avec nos données. Avant toute chose, est-ce qu'on peut expliquer en quoi ça concerne les données personnelles ? Qu'est-ce que ça regroupe ? Oui, les données à caractère personnel, ce sont toutes les informations que l'on peut rattacher à des individus. Il y a des informations qui nous viennent immédiatement à l'esprit et dont on ne peut pas discuter qu'elles sont rattachables à une identité, le nom, le prénom, l'adresse, évidemment la photographie du visage. Et puis après arrivent des traces dont le rattachement à la personne apparaît un peu plus indirect, comme les données de navigation, ces fameux cookies, toutes ces traces que l'on laisse en ligne. Et puis également des choses auxquelles les gens pensent un peu moins, comme, j'y reviendrai tout à l'heure, la géolocalisation, c'est-à-dire que si vous laissez une trace de vos déplacements, quand bien même elle ne serait apparemment pas attachée à une personne particulière, on peut, avec des techniques de réidentification, retrouver la personne à qui correspond ce déplacement dans l'espace. Même chose avec des caractéristiques physiques, bien sûr l'ADN, mais pas seulement, la forme du visage, les empreintes digitales, la voix, l'iris, tout ce genre de choses sont des données à caractère personnel. Donc l'empreinte qu'on utilise par exemple pour déverrouiller le portable, ça c'est une donnée personnelle qui peut être utilisée, vous voulez dire ? Oui, l'empreinte digitale en l'occurrence ou la forme du visage, c'est une donnée à caractère personnel, mais lorsqu'il s'agit de déverrouiller votre téléphone par exemple, c'est un processus qui n'est pas particulièrement inquiétant parce que tout se passe localement sur votre machine et tout ce qu'on fait c'est comparer l'empreinte que vous présentez à l'instant où vous souhaitez déverrouiller l'appareil à une empreinte de référence que vous aviez enregistrée quand vous l'avez acheté et allumé pour la première fois et rien ne sort, rien n'est envoyé à distance. Donc c'est un exemple de ce que c'est pas parce qu'il y a des données à caractère personnel qu'il faut nécessairement s'inquiéter ou que la situation est dangereuse. Il faut ensuite regarder finement ce qui se passe sur le plan technique et juridique. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'Union européenne dispose des règles les plus strictes au monde, je crois. Vous allez me le confirmer ou pas, en matière de protection des données. Mais à quoi bon cette réglementation ? C'est quoi ? Quelles sont les dérives dans des pays où cette pratique est pas autant réglementée ? Oui, alors simplement un point pour préciser qu'on parlera aujourd'hui non seulement du droit de l'Union européenne, mais plus largement des conventions du Conseil de l'Europe qui regroupent bien davantage d'États, puisque la Convention sur les données à caractère personnel du Conseil de l'Europe, ce sont 55 États partis, non seulement sur le sol de l'Union européenne, mais sur le sol de l'Europe continentale au sens large et ailleurs dans le monde. Et à quoi bon tout ça ? Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent, et c'est vrai que quand j'ai des étudiants face à moi, ils ont parfois cette franchise de me dire et alors, mes données à caractère personnel sont diffusées, Google les a, l'État les a, je m'en fiche, je vois pas où est le problème. Bon, je pense qu'en réalité, la plupart des individus n'ont aucune idée de la puissance des données aujourd'hui, de ce que des personnes compétentes peuvent faire avec des données. Et évidemment, on peut faire des choses extraordinaires avec les données. Je ne veux pas aujourd'hui donner une impression de pessimisme ou qu'il n'y aurait que de la noirceur à voir dans cet univers. Mais cette puissance des données, elle peut être mise à notre service pour faire des choses formidables en intelligence artificielle, en santé. Elle peut également être retournée contre nous. Et je vais m'appuyer, comme je le fais souvent en cours, sur cet article du New York Times qui était paru en 2019, qui avait fait sensation dans le monde anglo-saxon, qui était un peu plus discret chez nous. Mais les Américains avaient vraiment découvert l'ampleur du problème à ce moment-là. Le New York Times était parti d'une toute petite application météo que vous avez sur votre téléphone. Elle est gratuite, elle a l'air sympa. Vous l'avez installée en vous disant ce sera bien pratique. Vous l'avez ouverte pour une première fois et elle s'est immédiatement allumée pour vous demander si vous acceptiez qu'elle accède à votre localisation avec une raison qui semble naturelle, c'est que ça vous permettra d'afficher en permanence la météo de l'endroit où vous allez vous trouver, sans avoir à taper le nom d'une ville dans une fenêtre de recherche.
Alors, beaucoup d'Américains installent cette application gratuite. Ils ne se demandent pas, au passage, pourquoi elle est gratuite, alors qu'elle a eu un coût de développement et que nécessairement, les gens qui ont développé cette application vont vouloir revenir sur leur investissement et gagner de l'argent. Et donc, ils donnent l'accès au GPS à cette application. Et ce qui se passe à partir de là, c'est que toutes les minutes, leur téléphone envoie l'endroit où il se trouve au développeur. Le développeur crée avec ces informations une grande base de données et ces données, il les revend. Et c'est ainsi qu'il gagne son argent, en réalité, avec la revente de données à caractère personnel. Et le New York Times reçoit une base de données de lanceurs d'alerte dans laquelle tout ce qu'on trouve, ce sont des géolocalisations envoyées par des millions de téléphones d'Américains. Alors au départ, on se dit que ça n'est pas bien grave parce qu'il n'y a aucun nom dans cette base de données. Et puis le New York Times nous montre ce qu'il arrive à faire avec ça. C'est-à-dire qu'il va placer les points sur une carte, il va les relier entre eux lorsqu'ils émanent du même téléphone. Et très facilement, le Times va vous montrer qu'il est capable de réidentifier les individus parce qu'il y a 2 endroits où ils se rendent en permanence, chez eux et à leur travail. Et lorsque vous disposez de ces informations, vous savez qui sont les personnes. Et ensuite, le New York Times va s'amuser, il va dire, écoutez, si j'ai envie de savoir qui sont les croyants dans ce pays, je peux faire un zoom sur un lieu de culte, et puis je vais regarder quels sont les points qui rentrent dans cette église, dans cette synagogue, dans cette mosquée, dans ce temple. Et à partir de là, très facilement, je raccompagnerai les gens chez eux et j'aurai une liste des juifs, des musulmans, des chrétiens, et ainsi de suite. Et je peux, de la même façon, tirer une liste des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, il suffit de les suivre lorsqu'elles se rendent à l'hôpital dans un service qui traite ce type de maladies, des cancers, des maladies rénales. Je peux également assez facilement faire une liste des personnes selon leur orientation sexuelle parce qu'elles rentrent dans des clubs, dans des bars qui sont plutôt pensés pour une orientation sexuelle particulière. Je peux de la même façon faire des fichiers des opinions politiques, des personnes qui commettent l'adultère et ainsi de suite. Voilà tout ce qu'on peut faire simplement parce que vous avez donné avec accès à une application météo. Et ça veut dire qu'il faut se méfier davantage des applications gratuites que des applications payantes ou là c'est un cas isolé? Non, vous avez raison. Alors je commence par dire que en théorie, ce qui a été fait aux États-Unis avec ces applications ne devrait pas pouvoir se faire dans les États qui ont signé la Convention 108 du Conseil de l'Europe parce que précisément ça va à l'encontre des grandes règles dont je parlerai tout à l'heure. Donc en théorie, ce serait un comportement illégal. Toutefois, oui, il y a, je pense, un réflexe à avoir de la part des utilisateurs de toujours se demander comment sont financés les services qu'ils utilisent. Ce n'est pas parce que le service est gratuit qu'il a forcément quelque chose à cacher. Il peut être gratuit et vous dire quel est son modèle d'affaires. Je pense ici aux services d'entreprises comme Google ou Meta. Mais dans ce cas, il faut se demander si la façon dont il finance le service est problématique ou pas. Est-ce que tous ces mécanismes de publicité ciblée, on les considère comme inoffensifs ou est-ce qu'on les considère comme inquiétants? Et lorsque vous ne savez vraiment pas comment un service se rémunère, alors là, à mon avis, c'est un point de vigilance. Il faut se demander pourquoi on ne vous le dit pas. Et dans le cas de cette application météo, elle avait l'air d'être purement et simplement gratuite. À mon avis, ça devrait éveiller les soupçons. Alors, pour éviter d'en arriver à cette situation-là, c'est quoi la réglementation vous évoquiez à l'instant? C'est quoi les grands principes de protection des données? Alors, il y en a plusieurs qui sont posés par cette Convention 108 du Conseil de l'Europe qui a été ouverte à la signature en 1980. Donc, vous voyez que c'est un vieux texte qui a été modernisé en 2018 et la version modernisée entrera en vigueur prochainement. Et ça repose sur quelques grands principes qui finalement sont assez simples et je le crois de bon sens. Je vais essayer de vous en convaincre en tout cas. L'un de ces principes, c'est le principe de licéité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas traiter des données simplement parce qu'elles existent et qu'elles sont disponibles, qu'elles sont à votre portée, par exemple parce qu'elles sont en ligne publiquement. Ça ne suffit pas. Il faut avoir soit le consentement des personnes, soit une autre base légale pour traiter les données qui peut changer selon les pays, selon la façon dont les grands principes de la Convention ont été déclinés par les États membres. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas traiter des données uniquement parce qu'elles sont à portée de la main. Et ici, je vais prendre un exemple. Cette société Clearview, qui a fait beaucoup parler d'elle à l'échelle mondiale, parce qu'elle avait aspiré les photos de toutes les personnes qu'elle pouvait trouver sur Internet, sur Google Images, sur les réseaux sociaux, pour les mettre dans sa base, une base qu'elle vend ensuite aux services de police à travers le monde pour faire de la reconnaissance faciale. Ce qui veut dire que si vous ou moi, nous allons aux États-Unis et que nous apparaissons quelque part sur une photo, sur une vidéo d'une force de police quelconque au fin fond des États-Unis, on sera reconnaissable parce qu'on est dans la base de Clearview. En tout cas, moi, j'y suis parce que je sais que j'ai des photos à mon nom sur Internet. Je pense que c'est votre cas également. Et avec le principe de licéité, Clearview n'aurait pas pu traiter ces photographies parce qu'il n'avait pas de base légale pour le faire.
Il y a ensuite un principe de détermination des finalités de traitement. Alors ça sonne un petit peu technique, mais ça n'est pas si compliqué que ça. Ça signifie que quand vous traitez des données à caractère personnel, vous devez dire pourquoi. Vous devez savoir pourquoi, et vous devez ensuite vous tenir à la finalité que vous avez affichée. Et donc une application météo qui vous dit qu'elle veut accéder à votre géolocalisation pour vous dire quelle est la météo de l'endroit où vous vous trouvez, elle a affiché une finalité, et elle ne peut donc pas par la suite trahir cette promesse en utilisant votre géolocalisation à des fins commerciales. Ça, c'est un exemple qui me paraît important. Il y a un autre principe que j'aime beaucoup parce qu'il est très puissant, c'est le principe selon lequel les données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives. Alors dire des données qu'elles doivent être non excessives, ça n'a l'air de rien, mais habilement manié, ce principe peut bien protéger les populations. On peut donner l'exemple d'expérimentations qui avaient été tentées à l'entrée d'établissements scolaires où on essayait de faire de la reconnaissance faciale, la reconnaissance biométrique avec les élèves mineurs en disant finalement pour sécuriser l'accès à l'établissement, la meilleure solution c'est de mettre la biométrie des 500 lycéens dans une base centrale et puis de faire de la reconnaissance faciale à l'entrée. L'autorité de protection des données locales avait dit c'est excessif, on peut sécuriser un établissement scolaire sans en arriver là. Un autre exemple totalement différent d'utilisation de ce principe, c'est une grande société du e-commerce, je vous laisserai deviner laquelle, qui dans ses hangars met dans la main des employés des petits scanners qui vont permettre de flasher les cartons au fur et à mesure qu'ils sont manipulés pour l'expédition. Mais le problème, c'est que ça permet de mesurer la performance de chaque employé avec une précision incroyable, c'est-à-dire que si vous ralentissez un petit peu, ça peut vous enguirlander. Si vous allez un peu trop vite, on va considérer que ça augmente votre risque de commettre des erreurs, donc ça va vous engueuler également. Si vous faites une pause pour aller aux toilettes qui est un peu trop longue, ça va immédiatement envoyer une alerte à votre manager, etc., etc. Donc une sorte de taylorisme, fordisme boosté à l'informatique à un point complètement préoccupant. Et une autorité de protection des données s'est opposée à ces pratiques, toujours sur le même principe, en disant c'est excessif, on n'a pas besoin d'en arriver là pour tenir correctement un hangar, pour faire de la logistique. Il y a un autre principe selon lequel les données doivent être, dans toute la mesure du possible, exactes et à jour. Là encore, ça n'a l'air de rien, mais c'est absolument capital. Ça va demander aux responsables de traitement de données, c'est-à-dire les personnes qui tiennent les fichiers, d'être extrêmement vigilantes sur des erreurs de saisie, sur le fait que des données seraient périmées, sur le fait que vous auriez des homonymes. Évidemment, ça peut être tout à fait crucial. Imaginez ce qui peut se passer si on pense que c'est vous qui êtes en retard sur le remboursement de votre crédit et vous vous retrouvez dans un fichier national des mauvais payeurs, et à partir de là, terminé, plus de chéquier. Si vous vouliez emprunter de l'argent pour acheter un bien immobilier, vous n'aurez pas ce prêt. Et ces questions d'homonymie, on les rencontre en pratique, ça n'est pas du tout une vue de l'esprit. On peut également penser à ces personnes qui n'ont pas reçu les prestations sociales auxquelles elles avaient droit parce que quelqu'un à un guichet a mal recopié le chiffre qui correspond à leur revenu annuel. Vous voyez, c'est vite fait, sur un pavé numérique, on saisit le mauvais chiffre et ça y est, les prestations sociales sont perdues. Ou je prends un exemple à dessin encore un peu plus solennel, encore un peu plus inquiétant. Imaginez votre enfant qui part en colonie de vacances et en fait la liste des allergies alimentaires ou médicamenteuses que vous aviez confiées n'a pas été correctement tenue et on lui sert un plat qui peut provoquer un choc alimentaire et puis qui peut le plonger dans un état extrêmement inquiétant du point de vue sanitaire. Tout ça parce qu'un fichier a été mal tenu. Voilà, c'est tout. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'il faut régulièrement actualiser et surtout effacer toute erreur rapidement. Enfin, c'est quoi le délai? Absolument. Ça fait à la fois naître des obligations pour les teneurs de fichiers d'être particulièrement vigilants, d'avoir des process pour essayer de lever des alertes si la donnée a l'air anormale, pour régulièrement réinterroger les personnes pour vérifier que les données ne sont pas périmées. Et du côté des individus, ça fait naître à leur profit un droit de demander la rectification s'ils s'aperçoivent que la donnée est fausse. Et dans ce cas, s'ils vous apportent la preuve que votre fichier est erroné, vous devez réagir dans des délais suffisamment courts. Il y a encore ce principe, et ce que vous venez de dire m'y faisait déjà penser, de conservation à durée limitée, parce que vous parliez d'effacement. C'est l'idée selon laquelle, au bout d'un moment, les données ne sont plus utiles et donc on ne doit pas les garder en mémoire informatique. Et je vais ici rappeler une formule qui avait été utilisée par Jean Foyer, un parlementaire, à l'époque parlementaire français, lors du vote de la loi française sur les données à caractère personnel. Il disait la machine n'oublie jamais, elle n'oublie que ce que l'on efface en elle. Et c'est vrai qu'une fois que des données sont sur un disque dur, elles ne disparaîtront que si on a la démarche
d'aller les retirer. Alors que la mémoire biologique humaine, elle a ceci de très frustrant, mais aussi de merveilleux, qu'elle fait le ménage toute seule et qu'au bout de quelques mois ou de quelques années, vous oubliez les informations qui ne sont pas très utiles. L'ordinateur, lui, il n'oublie pas. Donc il faut le faire oublier. Et c'est important parce que les informations qui resteraient dans des disques durs de toute éternité, elles seraient dangereuses pour les individus, elles pourraient fuiter, elles pourraient être mal utilisées. Donc il faut avoir cette hygiène qui consiste à les supprimer régulièrement. J'ai longtemps quitté Strasbourg où je vis à nouveau et lorsque je suis revenu après plus d'une décennie d'absence, j'ai constaté par exemple que les librairies du coin avaient encore une adresse qu'elles croyaient être la mienne et qui était une adresse qui datait d'il y a plus de 15 ans. Et donc lorsque j'ai commandé un nouveau livre, on m'a dit on vous l'envoie à cette adresse. Une adresse que j'avais quittée il y a 15 ans, un numéro de téléphone qui n'était plus le bon. Bon, là vous voyez qu'il y a à la fois le principe d'exactitude et le principe de conservation à durée limitée qui ont été totalement méconnus. Et évidemment, j'ai trouvé que c'était inquiétant. Et l'ironie, c'est d'ailleurs que je commandais un livre de protection des données quand on m'a proposé de le renvoyer à l'adresse de mes parents. Et comment on fait pour... si on prend les évolutions technologiques qui sont de plus en plus rapides, on se sert... l'IA a quasiment intégré le quotidien de beaucoup d'Européens, en tout cas. Comment on fait en sorte que la loi évolue assez vite ? Est-ce que tous ces grands principes peuvent suivre et s'actualiser assez vite ? Oui, c'est une question absolument fondamentale en ce moment. Ces principes, ils ont été pensés pour être évolutifs. Si vous m'avez bien écouté jusque-là, vous avez remarqué qu'ils ne sont pas adossés à des technologies particulières et qu'ils sont relativement... soit souples, soit vagues, selon le point de vue. Je dirais qu'ils ont les défauts de leur force. Ils ont été conçus précisément pour être extrêmement abstraits. Ça leur confère une capacité à résister au passage du temps et à résister aux changements technologiques. L'inconvénient étant que les personnes qui doivent mettre en œuvre ces principes, par exemple les entreprises, les administrations, se plaignent beaucoup. Ils disent justement, qu'est-ce que ça veut dire des données adéquates dans ma situation ? Qu'est-ce que ça veut dire une durée de conservation qui soit la bonne dans ma situation ? Et c'est vrai que ces principes, ils sont, reconnaissons-le, un peu exigeants avec les personnes dont les comportements sont régulés parce qu'elles doivent partir de ces abstractions et elles doivent les amener jusqu'à une situation très concrète qui est celle d'une petite ou moyenne entreprise qui fait de l'import-export entre la France et l'Allemagne, etc. dans le domaine, je ne sais pas, des alcools. Bon. Et là, vous n'avez pas un mode d'emploi tout prêt que vous pourriez simplement mettre en œuvre. D'où l'importance, pour mettre en œuvre ces réglementations, des autorités de protection des données. Parce que ce sont elles qui vont aider, guider, expliquer et qui vont permettre de faire ce lien entre des textes extrêmement abstraits et des situations très concrètes. Mais je pense que c'est la bonne approche, cette approche par les grands principes, parce que comme vous le disiez, on arrive à les adapter à l'intelligence artificielle, on arrive à les adapter à toutes sortes de technologies qui émergent chaque mois, chaque semaine. On y parvient grâce à leur grande souplesse, oui. Et côté utilisateur, quels sont les droits, c'est quoi le droit qu'on exerce le plus souvent avec les données personnelles ? Est-ce que c'est le droit à l'oubli ? Vous parliez de votre libraire. Est-ce que c'est le droit ou alors le droit d'accès à ces informations ? C'est quoi celui qui revient le plus ? Alors juste avant de répondre vraiment à la question, je veux souligner un passage de la Convention 108 qui n'est pas présenté comme un droit des personnes, mais qui contribue à ce que les personnes puissent exercer leurs droits, c'est la transparence. Ce principe, il est important parce qu'il dit que lorsque l'on traite vos données, on doit vous le faire savoir. On doit vous en avertir. Généralement, ça prend la forme d'une politique de confidentialité qu'on vous remet ou qu'on vous permet de télécharger en ligne, dans laquelle il est expliqué ce que l'on va faire avec vos informations. Ce principe, il est fondamental parce que si vous ne savez pas que vous êtes dans un fichier, comment allez-vous exercer vos droits ? Vous n'allez pas facilement pouvoir le faire à l'aveugle alors qu'il y a des dizaines de milliers d'entreprises et d'administrations qui sont susceptibles d'avoir traité vos informations. Une fois que vous savez que vous êtes dans un fichier, alors oui, il y a toutes sortes de droits qui peuvent être employés. Je tiens quand même, en tant qu'universitaire, je ne veux pas sombrer dans un optimisme excessif, à souligner que quand on étudie les comportements des personnes, on s'aperçoit qu'elles ont peu recours à ces droits. Il n'y a qu'une petite, je dirais, minorité un peu informée qui exerce vraiment les droits dont on va parler, et c'est pour ça qu'un podcast ou des actions de sensibilisation sont importantes, c'est pour dire aux individus, ces droits existent, vous ne le saviez pas, dorénavant sachez-le et servez-vous de ces droits. Alors, vous avez fait référence au droit d'accès. Le droit d'accès,
il est extrêmement utile parce que si vous avez un doute sur le fait que vous êtes dans un fichier, normalement ça ne devrait pas être le cas en vertu du principe de transparence, mais si vous avez un doute, vous pouvez déjà poser cette question, suis-je dans votre fichier ? Mais si la réponse est oui, ou si vous saviez déjà que vous étiez dans ce fichier, vous pouvez surtout obtenir une copie de toutes les informations qui figurent à votre égard dans ce fichier. Et c'est souvent une expérience assez impressionnante pour les personnes que d'avoir sous les yeux l'ensemble des informations dont on dispose à leur égard. Une prise de conscience, on ne se rend pas forcément compte de la montagne d'informations qui existent sur nous. Oui, tout à fait. Et souvent, je fais cette expérience, il m'est même arrivé de la faire en direct, dans la mesure où c'était possible sans violer l'intimité de mes étudiants, mais de proposer aux personnes que j'avais en face de moi d'aller sur leur réseau social préféré ou sur un service en ligne qu'elles utilisaient beaucoup et de demander l'accès à leurs archives. Alors en réalité, maintenant, on ne peut plus forcément le faire en direct parce qu'il y a un petit délai de préparation de quelques heures avant que l'archive soit téléchargeable, parce que les bases de données sont devenues tellement grosses que pour les compiler et les mettre à votre disposition, le prestataire a besoin de laisser ses machines mouliner un petit peu. Mais après, voilà, quand vous êtes un utilisateur d'un grand réseau social depuis 10 ans ou 12 ans et que vous recevez votre archive, c'est souvent un choc psychologique quand vous voyez la masse incroyable d'informations dont on dispose sur vous, et c'est là, je dirais, que s'éveille aussi un peu l'intérêt aux questions qu'on aborde aujourd'hui. C'est là qu'arrive le droit à l'oubli, quand on se rend compte de tout ce qui existe. Oui, alors le droit à la suppression des informations, il faut quand même rappeler que ce n'est pas un droit discrétionnaire. Le droit d'accès, vous pouvez l'exercer simplement parce que tel est votre bon plaisir, ou presque. Le droit à la suppression, le droit à l'oubli, il n'est cantonné qu'à des hypothèses particulières, donc il vous faut vérifier dans le droit qui est applicable dans votre pays si vous êtes dans une hypothèse de droit à l'effacement. Cela peut arriver très souvent, mais ça n'est pas automatique. Vous aviez autre chose à rajouter ? Je voulais peut-être terminer en évoquant, parmi les droits des personnes, il y en aurait eu d'autres à citer, mais le droit relatif aux décisions automatisées. Il me semble important parce que, vous l'avez dit il y a quelques minutes, nous sommes entrés dans une ère d'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle, elle est notamment utilisée pour prendre des décisions à l'égard des individus dans toutes sortes de domaines. Ça peut être au quotidien la décision, par exemple, de retirer une vidéo ou un post que vous aviez envoyé sur un service de partage de vidéos ou un réseau social, parce qu'on a des outils de modération automatisés qui s'occupent de la censure. Les échelles sont tellement grandes qu'on ne peut pas se contenter d'avoir des modérateurs humains, donc on a des modérateurs automatiques. Peut-être que vous avez été censuré à tort et que votre publication c'était de l'humour, que c'était de la parodie et que vous aviez le droit de dire ce que vous comptiez dire, et dans ce cas le fait que vous soyez censuré par un robot peut être un problème. Ce sont des automatismes qu'on utilise aussi pour refuser l'accès à l'emploi, par exemple. Avec les CV automatisés, c'est exactement, ça ? Lorsque des entreprises publient des offres d'emploi, elles peuvent avoir dans certaines conditions recours à des logiciels qui permettent d'écarter une partie des candidats qu'on considère comme les moins intéressants, de façon à ce que les humains de la direction des ressources humaines n'aient que 10 ou 15% des candidatures à examiner plus en détail. Oui, mais toutes ces personnes qui auront été écartées sans que jamais un être humain ne pose les yeux sur leur dossier, est-ce qu'elles ont été écartées à bon escient ? Selon quelle logique ? Est-ce qu'elles peuvent se défendre ? Est-ce qu'elles peuvent protester contre cette décision ? Et puis en matière bancaire, de la même façon, on refuse aujourd'hui l'accès au crédit sur des bases automatisées, d'où l'importance extrême de ce droit, me semble-t-il, dans la Convention 108, où l'on vous dit que toute personne a le droit de ne pas être soumise à une décision l'affectant de manière significative qui serait prise uniquement de façon automatisée, sans que son point de vue soit pris en compte. Et je pense que ça, c'est un droit qui est promis à un grand avenir, qui pour l'instant est peut-être encore peu utilisé, mais dont je pense qu'il va beaucoup se développer. Alors vous avez déjà donné pas mal de conseils pendant l'épisode, mais pour terminer, je voulais savoir si vous auriez un ultime conseil à donner aux personnes qui nous écoutent pour les aider à mieux protéger leurs données, avoir peut-être une prise de conscience, peut-être que c'est ce que vous veniez de dire, peut-être juste se renseigner sur ce qui existe. Oui. Quel serait votre conseil ? Pour prendre conscience effectivement de l'étendue des fichiers, je pense que cet exercice du droit d'accès reste une bonne piste. Vous avez toutes et tous un compte en ligne pour lequel vous pouvez demander l'accès à vos données de façon gratuite. Ça vous coûtera 3 clics et ça peut être une prise de conscience utile. Et ensuite, pour savoir en quoi consistent les règles, dans la plupart des pays, les autorités de protection des données mettent à disposition du grand public du matériel pédagogique qui est très bien fait et qui en quelques minutes
minutes de votre temps, avec des petites vidéos, avec des MOOC, vous permettront de comprendre un peu plus précisément que ce qu'on a pu faire aujourd'hui. On n'a fait qu'introduire la question, mais vous permettront de mieux comprendre les grands principes qu'on a évoqués et puis surtout les droits dont vous disposez pour les exercer ensuite de façon pertinente et mieux vous protéger. Le message est passé. Merci beaucoup Emmanuel Netter. Moi je vais peut-être aller supprimer mon application météo, ou en tout cas regarder. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez apprécié cette discussion et souhaitez explorer d'autres sujets, n'hésitez pas à consulter les épisodes de l'Europe expliquée. Pour en savoir plus sur le Conseil de l'Europe et ses initiatives, consultez notre site web coe.int. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les médias sociaux pour obtenir les dernières mises à jour et informations. Vous pouvez nous trouver sur X, LinkedIn, Facebook et Instagram.